Bonjour, la République démocratique du Congo compte ses morts pour la 17e fois en un demi-siècle. La voilà frappée du virus Ebola, le nom de cette fièvre hémorragique à la fois contagieuse et particulièrement mortelle. Une alerte sanitaire est d'ailleurs déclenchée par l'OMS. Son secrétaire général s'est rendu sur le foyer de l'épidémie. Mais c'est toute la région qui est désormais en risque élevé face à une maladie qui a déjà causé dans le passé plus de 15 000 morts. Qu'a-t-on appris des précédentes poussées épidémiques? Sommes-nous mieux préparés? Pour y répondre, le virologue franco-congolais, médecin urgentiste ici en France et spécialiste du virus Ebola avec lequel vous avez été aux prises sur le terrain dès les années 90, le docteur Dona Mupapa Kibadi. Et c'est donc depuis le 15 mai officiellement une nouvelle épidémie Ebola qui s'est emparée de l'Est de la RDC avec plus d'1 millier de cas suspects et déjà des centaines de morts. Vous n'êtes pas seul, a voulu rappeler le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé à son arrivée sur place. Un ennemi invisible, mais une peur bien visible. Alors que l'épidémie d'Ebola touche de plein fouet la République démocratique du Congo, l'inquiétude grandit dans ce camp de déplacés. Des millions de personnes ont fui les combats à l'est du pays et s'entassent dans des installations de fortune comme celle-ci, avec des conditions sanitaires plus que précaires. Nous n'avons ni eau ni savon pour nous laver les mains. Nos toilettes sont pleines et les douches sont sales aussi. On ne sait pas quoi faire. Une épidémie d'Ebola qui a conduit plusieurs pays à prendre des mesures de restriction de déplacement. Les États-Unis ont ainsi annoncé la mise en place de quarantaines obligatoires pour leurs ressortissants présents dans la région. Ces derniers devaient être confinés sur une base militaire du Kenya, mais la haute cour du pays en a pour l'heure décidé autrement. Les juges ont suspendu temporairement tout accord autorisant l'entrée sur le territoire de patients contaminés par Ebola. Des contrôles stricts d'entrée, voire des fermetures de frontières, des mesures inefficaces pour empêcher la propagation du virus, selon le directeur de l'OMS. Ça peut ralentir les choses pour quelques jours, mais pas plus. La meilleure approche est de traiter le problème à la source. Pour l'heure, il n'existe aucun vaccin contre cette souche du virus Ebola. Les essais cliniques sont en cours, mais cela pourrait encore prendre plusieurs mois avant de disposer d'un traitement, selon l'OMS. L'épicentre de l'épidémie se trouve en Ituri, province du nord-est congolais frontalière de l'Ouganda, et d'autant plus difficile d'accès pour les équipes médicales qu'elle est le théâtre de violences, ce qui n'empêche pas, fort heureusement, des cas de rémission. Aurélie Bazaraki-Mangula. Une première patiente atteinte d'Ebola a guéri à Rwampara, épicentre de l'épidémie. Alors sans vaccin et sans médicaments spécifiques pour cette souche du virus, le traitement n'est pour le moment que palliatif. Cette première guérison est donc un espoir alors que le virus tue plus d'un malade sur 3. Un taux encore provisoire car l'épidémie est en cours. Les autorités et les humanitaires se sont lancés dans une véritable course contre la montre. L'urgence, c'est de stopper la chaîne de transmission du virus et pour cela, il faut isoler les malades. Le ministre de la Santé en déplacement dans la province de l'Ituri a affirmé que 2 centres de traitement sont déjà opérationnels. C'est loin d'être suffisant selon le personnel médical en première ligne dans cette épidémie. Il demande aussi plus de combinaisons de protection et de médicaments. Alors plusieurs tonnes de matériel médical ont été acheminées dans la province, mais sa distribution prend du temps. Les zones de santé sont reculées. Il manque de tout, mais aussi de routes et de sécurité, car de nombreux groupes armés sont actifs dans la zone. Les autorités ont affirmé que des renforts militaires ont été mobilisés. Docteur Mupapa, l'Ituri, une région pauvre, reculée, loin, très loin de la capitale Kinshasa, et gangrénée par le terrorisme des forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique. Il y a là un cocktail explosif pour permettre à l'épidémie de se propager. Oui, bien sûr, c'est une zone instable sur le plan sécuritaire. En fait, le Congo est agressé depuis 30 ans. Et il y a plusieurs groupes rebelles. Et celle-là, ce n'est pas une rébellion, mais ce sont des terroristes, des ADF Nalu, qui sont des Ougandais, des islamistes,
et qui ont fait allégeance au groupe État islamique. Au groupe, voilà, État islamique. Et ils viennent à Béni, ils tuent les gens, ils entrent en Ituri et ils font des exactions et depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais éradiqué ces phénomènes et ils sont toujours là. Alors, et ça rend très difficile, en fait, la prise en charge de malades en cas d'épidémie, puisqu'il y a des attaques des centres de traitement. Oui. Et ça, c'est encore très grave, puisque ces gens ne sont même pas formés et ils sont ramassés parmi les villageois qui ne connaissent même pas ce que c'est un virus Ebola. Vous avez vu vous-même aux premières loges les effets de l'épidémie d'Ebola lors de la première grande flambée après l'apparition de 1976. C'était la flambée de 1995, à l'époque aux côtés du docteur Muyembe. À l'époque, il a fallu convaincre même les habitants de les laisser soigner parce que circulaient toutes sortes de rumeurs à propos de l'épidémie. Vous en avez vous-même été victime de cette rumeur, d'une certaine manière. Exactement. Donc c'est vrai que cette fois-là, pour rappel, en fait, cette épidémie, ces virus-là a été découvert en 1976, qui a sévi en fait simultanément au Congo, au nord-ouest du Congo, donc dans la province de l'Équateur, et en même temps au Soudan. Alors, et la souche du Congo, qui a été appelée souche Zaïre, puisque à l'époque, le Congo avait changé de nom. Donc, c'était la République du Zaïre. Et c'est pourquoi... C'était encore sous le maréchal Mobutu. Oui. Et pourquoi les virologues ont surnommé ces virus le virus Ebola Zaïre. Puisque sur le plan génétique, ces virus ont au moins 6 espèces, sur le plan génétique. Mais sur le plan morphologique, ce sont des virus qui se ressemblent par leur forme, filiforme. Et alors vous êtes intervenu en 1995, à l'époque en scaphandre, ce qui a laissé toutes sortes de doutes aux populations, parce qu'il y avait effectivement des rumeurs à l'époque qui couraient. Exactement, puisque comme ils ne nous reconnaissaient pas par rapport aux scaphandres que nous avions, heureusement, mais c'est arrivé un peu tard, les scaphandres, puisque heureusement que CDC Atlanta nous avait apporté ces équipements. Mais au départ, on utilisait les blouses des salles d'opération. Et c'était très difficile, puisque il y a eu beaucoup d'infirmières et d'infirmiers, de médecins qui étaient contaminés et qui étaient aussi décédés. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, on a ces équipements. C'est comme nous avons utilisé ici avec Covid-19. Mais ces équipements, ils faisaient peur à l'époque. Exactement, les mêmes équipements. Ils faisaient peur à l'époque. Ça faisait très peur, puisque c'était la première fois que cette épidémie sévissait dans une grande ville de 2 millions d'habitants. Et quand on portait ça, les accompagnants des malades, quand ils nous voyaient avec ces équipements, ils fouillaient. Et il y a eu beaucoup de rumeurs, comme vous l'avez souligné. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'il y avait des Blancs, des Européens qui étaient là-bas et qui tuaient les gens. Alors que... Munis de seringues. Exactement, d'une grosse seringue et tout ça, et c'était comme ça qu'ils rapportaient. Et il a fallu que vous sortiez de la combinaison pour qu'on constate exactement, que, pour faire taire, mentir. Exactement, de la pédagogie dans la ville, pour expliquer que c'était nous, en fait, le médecin congolais, qui était en quarantaine avec des malades dans un pavillon qui était justement destiné pour traiter ces malades-là. C'était le pavillon 8, pavillon 10, et qui était surnommé pavillon de la mort. Malheureusement, la maladie, elle ne s'interrompt pas avec la mort du patient. Le corps reste contagieux même après le décès. Conséquence, les proches des victimes sont soumis à un protocole strict qui va jusqu'à l'interdiction des veillées funéraires. Alexandra Carini. Dans ce quartier de Mongwalu, dans la province de l'Ituri, un homme vient de mourir, victime présumée d'Ebola. Cette équipe est dépêchée sur place pour prendre en charge la mise en terre avec une mission délicate, respecter un protocole sanitaire spécifique, mais aussi les traditions. Les équipes sont obligées de sécuriser tous les corps pendant cette période. Il y aura un membre de la famille qui va aussi s'habiller en épi complet. Il sera aussi derrière l'équipe pour voir ce que l'équipe fait, pour éviter des rumeurs qui se disent. EDS, enterrement digne et sécurisé, c'est le nom de ces opérations
pas toujours facile à faire accepter à la population. Depuis leur mise en place, elles font l'objet de nombreuses fausses informations, suscitant des peurs et parfois du rejet. Ce n'est pas le cas ici, où le frère de la victime est bien conscient des risques pour sa propre santé. Il y a Dieu et il y a les médecins, car ce sont eux qui comprennent le corps humain. Faire accepter les EDS est un enjeu de santé publique. Les corps restent contagieux après les décès. Particulièrement douloureux dans un pays où les rites funéraires ont une importance cruciale pour les proches. Et bien sûr, on les comprend, ces contraintes sanitaires, docteur Moupapa, elles ne vont pas sans créer des tensions. Des hôpitaux ont ainsi été pris d'assaut par des parents pour récupérer le corps de leurs défunts. Oui, ça c'est, je dirais, au Kivu ou à Ituri, c'est après 30 ans. C'est-à-dire que nous avions déjà mis ces mesures en place en 1995. Tout ce que vous voyez là, c'était vraiment notre procédure et toute la démarche que nous avions mis en place en 1995. Puisque cette fois-là, c'est la variante ou la souche Ebola Zaïre, qui est une souche très létale et très virulente, qui tuait 80% des sujets contaminés. Alors donc, il fallait suivre toutes ces mesures barrières pour éviter justement et casser la chaîne des transmissions. Alors c'est pourquoi nous avions réussi à convaincre, d'abord on les avait appelés des leaders d'opinion, et ces leaders de communauté, il fallait qu'ils soient convaincus qu'ils ne pouvaient plus manipuler les corps. Puisque ce n'est pas comme ici en Europe, où vous avez des chambres mortuaires, où la toilette mortuaire s'est faite par des travailleurs qui bossent dans ces chambres mortuaires. Là-bas, c'est des familles qui lavaient le malade. Or, sur le corps de malades décédés d'Ebola, il y a des milliards de virus sur le corps, puisque nous avions pris les tissus, la peau, pour analyser dans Ananapat, on a trouvé plein de virus. Alors, il suffisait simplement de passer la main sans gants sur une peau d'un cadavre, c'est fini. 3 jours après, vous êtes atteint et vous faites la maladie. Et beaucoup encore plus grave, puisque ça dépend aussi de l'inoculum. L'OMS, en tout cas, a relevé son évaluation du risque pour la santé publique au niveau maximal en RDC, élevé au niveau régional, Dalila Gomri. Oui, l'OMS craint une crise sanitaire régionale et alerte sur le risque de propagation du virus aux pays frontaliers qui retiennent leur souffle. C'est le cas de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi ou encore de la Tanzanie. En effet, la province d'Ituri, épicentre du virus, connaît des mouvements de population à cause des conflits. Les déplacés fuient pour se rendre dans les camps, souvent surpeuplés, et ou se réfugient dans les pays voisins. Il y a aussi une activité minière importante dans la zone qui génère de la mobilité, notamment vers l'Ouganda ou encore vers le Soudan du Sud. Et face à l'urgence de la situation, le pouvoir congolais, avec l'aide des autorités sanitaires internationales, a pris des mesures sanitaires dans les zones touchées qu'il contrôle. Pas de veillée mortuaire, on vient de l'évoquer, pas de rassemblement public, les déplacements sont limités. La région d'Ituri est en quarantaine. Un pont aérien de Kinshasa vers Bunia en Ituri a été mis en place pour acheminer du matériel médical, ou encore pour mettre en place des centres de transit pour isoler les malades. Sauf que le virus a déjà franchi la frontière, comme ici en Ouganda, où plusieurs cas ont été détectés, dont un mortel. L'Ouganda a d'ailleurs fermé sa frontière avec la République démocratique du Congo et confine 21 jours toute personne en provenance de RDC. Avant Kampala, le Rwanda avait lui aussi pris cette mesure. Enfin, il faut noter que 10 pays africains sont actuellement en état d'alerte dans la région. Et on le voit, les pays qui ferment leurs frontières. Le virus, pour l'heure, il est présent, docteur Moupapa, dans 3 provinces de l'Est de la RDC, ainsi qu'en Ouganda. Jusqu'où peut s'étendre, d'après vous, l'épidémie? Est-ce que cela a un sens de la part de ces pays de fermer leurs frontières? L'OMS, elle, ne recommande pas justement l'interdiction de voyager. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de psychose.
par rapport à cette souche, il faut le savoir, je souligne toujours qu'au Congo, il y a deux souches de virus Ebola qui sont génétiquement différents, mais morphologiquement identiques, et ils sont très proches génétiquement aussi. Alors, c'est pourquoi on les appelle des virus Ebola, puisque dans cette famille des filoviridés, vous avez aussi les virus de Marburg, mais qui est très différent des virus Ebola. Alors, le virus Ebola qui sévit actuellement est moins virulent que la souche Zaïre. Donc, la souche Bundibugyo est moins virulente. Oui. C'est-à-dire que ça tue au moins 40% de malades contaminés. Alors, jusque-là, je peux vous dire qu'on est à 20%, puisqu'on a dépassé la barre des 1000. Oui. Alors, donc, on est à 230 par là des cas de décès. Mais tous ces cas-là ne sont pas confirmés. Donc, c'est en période d'épidémie, on comptabilise tous ces patients qui sont morts des fièvres, des diarrhées et tout ça, même s'il n'y a pas de signes hémorragiques, on les met directement dans les cas de malades d'épidémie ou décédés de la maladie à virus Ebola, MAV. Alors, mais ce n'est pas forcément le cas, puisqu'ils ne font pas de prélèvements sur tous les cadavres. Alors, donc, c'est un peu difficile, ce sont des estimations. Voilà. La souche Zaïre que vous évoquiez, qui était celle des précédentes épidémies, notamment la grande vague épidémique de 2013-2016 qui avait causé 11 000 morts. Un vaccin a été développé pour cette souche, précisément la souche Zaïre. En revanche, la souche actuelle, Bundibugyo, pour l'heure, n'a ni traitement ni vaccin. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies dit vouloir s'assurer qu'un vaccin sera disponible d'ici la fin de l'année 2026. Ça vous semble un horizon plausible et n'est-ce pas déjà trop tard ? Oui, c'est plausible, c'est possible. C'est-à-dire, nous avons déjà beaucoup travaillé sur ces virus Ebola, la souche Zaïre. Alors, donc, la souche Bundibugyo, qui est très proche de la souche Zaïre, et comme on connaît déjà les principes, c'est un peu plus facile d'avoir déjà des patients qui peuvent accepter déjà de donner leurs anticorps, comme nous avions déjà développé, l'anticorps monoclonal vis-à-vis du virus, la souche Zaïre, donc ça que nous avons appelé Ebanga par le professeur Muyembe, qui a été encore retravaillé aux États-Unis et accepté, homologué. Ça, c'est les traitements spécifiques qu'on a aujourd'hui. Oui. Et en 3 jours, ce vaccin, vous pouvez guérir. Contre la souche Zaïre, on est sûr qu'il n'est pas efficace contre Bundibugyo ou c'est toujours à l'étude à l'heure où nous parlons ? C'est-à-dire que Bundibugyo, c'est, je dirais, c'est la 3e fois qui sévit, en fait, en Afrique. Puisque la première fois, c'était en 2007, en Ouganda. Et le nom Bundibugyo, donc ça provient d'un village de l'Ouganda. Et alors, donc, ça a été importé au Congo. Alors, donc, mais ce n'est pas un virus d'origine congolaise. Voilà. Oui. Alors, pour donc, autant, le vaccin contre la souche Zaïre permet de traiter, enfin en tout cas de prévenir, de faire de la prophylaxie en la matière. Pour le virus, pour la souche Zaïre, il y a un vaccin. Mais pour Bundibugyo, les travaux ont commencé, bien évidemment, puisque avant il n'y avait pas une grande épidémie. Mais là, maintenant, on est en train de travailler là-dessus, et pour les anticorps monoclonaux, et pour les vaccins. Donc, c'est possible d'avoir un vaccin le plus rapidement possible. À l'origine de ce virus, une rivière au bord de laquelle il est apparu pour la première fois en août 1976, Dalila Gomri. Oui, tout commence cette année 1976 dans le nord de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre, puis au Soudan. Il y a une épidémie de fièvre létale dont on ignore la cause. Des chercheurs français, notamment belges ou encore américains, se rendent au Zaïre pour prélever des échantillons du virus et enquêter sur son origine et sa
transmission, ce qui permet de découvrir le patient zéro et confirmer qu'il aurait consommé de la viande de singe et d'antilope, c'est-à-dire de la viande de brousse. Résultat, plus de 300 morts sont comptabilisés dans l'ex-Zaïre et 150 au Soudan. Mais heureusement, le virus est identifié. Il sera baptisé Ebola, du nom d'une rivière proche du principal foyer d'infection en République démocratique du Congo. Et depuis 50 ans maintenant, eh bien, les épidémies d'Ebola se répètent en Afrique centrale ou encore en Afrique de l'Ouest. Il y en a eu plus de 40 avec des souches différentes, notamment dans les années 90 au Gabon, en Côte d'Ivoire. Entre 2014 et 2016, on vient d'en parler, en Afrique de l'Ouest, une épidémie qui a fait près de 11 000 morts. Une autre a suivi cette fois en République démocratique du Congo et fait 2300 morts. Et ça continue puisque la République démocratique du Congo connaît son 17e épisode d'Ebola avec le retour du virus et cette souche Bundibugyo. Oui, ce qui rend la situation actuelle encore plus complexe, c'est la baisse des fonds consacrés au développement et aux organismes sanitaires internationaux, conséquence notamment d'une diminution des aides américaines, Mathieu Mabin. Oui, clairement, c'est aujourd'hui l'un des grands débats autour de cette épidémie. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le premier financeur mondial de la lutte contre les maladies infectieuses à travers l'USAID. Concrètement, cet argent permettait jusqu'à présent de financer des laboratoires, des systèmes d'alerte précoce essentiels, des équipes de surveillance sur le terrain et des milliers de personnels de santé dans des pays souvent très fragiles, il faut le reconnaître. Or, une grande partie de ces programmes a été supprimée, en effet, ou fortement réduite ces derniers mois. Résultat, plusieurs experts, dont l'ancien directeur du CDC, Tom Frieden, estiment que les capacités de détection ont été affaiblies au moment même où de nouveaux foyers épidémiques apparaissaient. Mais attention, personne ne dit que les coupes américaines sont à l'origine d'Ebola, évidemment. En revanche, beaucoup considèrent qu'elles ont pu ralentir, ces coupes, l'identification des premiers cas et donc ralentir la réponse internationale. Washington continue d'aider à la gestion de la crise, mais avec des moyens humains beaucoup plus limités qu'auparavant, après le démantèlement d'une partie de l'appareil américain d'aide au développement, c'est vrai. Docteur Moupapa, retrait des États-Unis de l'OMS, démantèlement de l'agence américaine pour le développement, USAID, ça pèse sur les capacités sanitaires d'un pays comme la République démocratique du Congo face à Ebola? Oui, mais d'abord, c'est la responsabilité du gouvernement congolais, bien évidemment. C'est le gouvernement congolais qui devait mettre, du moins, les paquets, c'est-à-dire un fonds pour gérer ces épidémies. Bien sûr, l'apport des États-Unis, que ce soit au niveau de l'OMS, qu'au niveau de partenariat entre les États-Unis et le Congo, est très nécessaire. Vous savez, comme ils se sont retirés au niveau de l'OMS, c'est sûr que c'est un peu difficile d'apporter des réponses rapides et surtout d'avoir des équipements, puisque le problème, c'est les équipements. Donc, c'est pas comme ici où, dans tous les hôpitaux, aujourd'hui, nous avons des équipements pour faire face à un retour peut-être de Covid-19. Donc, mais là-bas, chaque fois que l'épidémie passe, il n'y a plus d'équipement. Et à chaque fois, on est surpris. Et c'est pourquoi ça prend du temps, même pour déclarer l'épidémie et essayer de confirmer ces épidémies. Donc, l'apport des Américains est très important. Revenons à l'épidémie Ebola telle que vous l'avez affrontée la première fois à Kikwit, dans ce qui était alors encore le Zaïre du maréchal Mobutu. On est en 1995, 317 personnes furent infectées, 245 en moururent. Un bilan plus lourd que celui de l'épidémie initiale, celle de 1976. Le cadavre est enveloppé dans un sac plastique. Il n'empêche, les volontaires chargés du transport redoublent de précautions. La veuve s'est approchée, mais le reste de la famille garde ses distances. Dans le groupe se mêlent la plainte des femmes et le silence des hommes, deux expressions d'une même impuissance. On vit justement dans la peur, puisque jusque-là, il n'y a ni vaccin, ni prévention, ni curatif ou préventif.
La seule chose dont on est sûr à l'hôpital de Kikwit, c'est de ne jamais revoir les proches qui y sont entrés. Les gens derrière moi attendent la sortie de quelqu'un qui leur annoncera la mort d'un parent. Et ça, c'est bouleversant. Ils ne le verront pas, ils ne le toucheront pas, ils ne verront qu'un sac, et ça, c'est terrible. L'étape suivante, c'est le cimetière, à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Il y a 2 mois, il n'y avait rien à la place de ce lopin de terre fraîchement remué et aujourd'hui hérissé de croix. À Kikwit, on enterre au pas de course, comme pour se débarrasser des corps. À Kikwit, on accompagne les morts du regard, par crainte de la contagion. Et ce n'est que plus tard que l'on revient sur la tombe pour y déposer une marmite ou une sandale, pour que le mort, nous dit-on, ne se sente pas seul. Et l'histoire, malheureusement, se répète. Revenons-en d'un mot tout de même au vaccin. La Russie dit avoir développé un vaccin susceptible de protéger contre la souche Bundibugyo. Vous y croyez ? Je pense qu'il faut y croire, puisque cette souche n'a jamais été découverte ou n'a jamais sévi en Russie. Alors pourquoi ? Pourquoi il s'est préparé à avoir un vaccin ? Et pourquoi d'après vous ? Mais ce n'est un secret pour personne. Vous savez très bien que le virus Ebola, surtout la souche Zaïre, est utilisé dans le biobank. C'est-à-dire, c'est utilisé par les grandes puissances militaires comme arme biologique. Ça, c'est connu. Ebola, il y a eu des arme bactériologique, donc d'après vous. Puisque, vous savez, à l'époque, on accusait Saddam Hussein d'avoir des fioles d'Ebola. Et tout ça, vous vous rappelez bien de la guerre de l'Irak. Alors, donc, ce n'était pas pour rien. C'est-à-dire que, ça, c'est vrai que les grandes puissances ont le virus Ebola comme arme biologique. On n'a pas retrouvé les armes de destruction massive, en l'occurrence. Voilà, ils n'avaient pas trouvé, mais dans des grands laboratoires, ils ont, en fait, dans des biobanques, ils ont ces virus. Merci beaucoup, docteur Dona Moupapa Kibadi, spécialiste de l'épidémie d'Ebola qui sévit malheureusement actuellement pour la 17e fois en République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine.